La richesse murmure, mais l'arrogance crie. Lorsque Robert Sterling, un investisseur en capital risque impitoyable avec un portefeuille d'1 milliard de dollars, est entré dans le restaurant le plus chic de Chicago, il s'attendait à ce que le monde entier s'incline devant lui. Il s'attendait certainement à ce que la serveuse épuisée qui remplissait son verre d'eau ne soit rien de plus qu'un bruit de fond. Mais le pouvoir est une chose étrange. Il ressemble rarement à ce à quoi on s'attend. Lorsque Robert l'humilia publiquement à cause d'un vieux téléphone portable qui se trouvait dans la poche de son tablier, il pensait simplement faire une blague. Il ne se doutait pas que ce morceau de plastique fissuré détenait la clé de tout son empire. La salle Obsidian, dans le centre-ville de Chicago, n'était pas seulement un restaurant. C'était un sanctuaire pour les intouchables. L'air à l'intérieur sentait la truffe blanche, le chêne vieilli et le léger parfum métallique de l'argent neuf, qui essayait désespérément de sentir comme l'argent ancien. Des hommes en costume italien sur mesure et des femmes drapées dans du cachemire discret et sans logo négociaient le sort de milliers d'employés devant des assiettes de bœuf wagyu grillé. Pour Ephigenia Bennett, l'Obsidian Room n'était qu'un mardi comme les autres. Ephigenia se déplaçait dans la salle à manger faiblement éclairée avec la grâce invisible exigée du personnel de service haut de gamme. Elle avait 28 ans, ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon sévère et utilitaire. Son uniforme noir était parfaitement repassé, mais usé au poignet. Pour les clients, elle était un fantôme qui ne se matérialisait que pour remplir un gobelet en cristal ou débarrasser une assiette en porcelaine. Ils ne connaissaient pas son nom et ne se souciaient certainement pas de le demander. Mais si Jaya préférait l'anonymat, il y a 2 ans, elle était une personne très différente, menant une vie très différente dans la Silicon Valley. Elle était l'architecte d'un algorithme de cryptage révolutionnaire, un prodige dont l'esprit fonctionnait plus vite que les machines qu'elle programmait. Mais la trahison, les coups bas de l'entreprise et le poids écrasant de ce monde avaient brisé quelque chose en elle. Elle était partie, à la recherche du rythme simple et machinal du travail physique. Elle trouvait du réconfort dans le fait de porter des plateaux, de mémoriser des cartes des vins et de disparaître dans l'ombre. Elle n'avait rien gardé de son ancienne vie, à l'exception de ses actions fondatrices dans une société appelée Nova Dynamics et d'un matériel archaïque et fortement crypté qui pesait lourdement dans la poche droite de son tablier. La table 4 a besoin d'un sommelier et la table 9 se plaint du courant d'air. Liam, le responsable de salle, lui lança un regard noir en la frôlant dans le couloir de service. Liam était chroniquement stressé, un homme dont toute l'estime de soi était liée aux étoiles Michelin accrochées dans le hall. Et préparez-vous, si une Janier, la famille Sterling vient d'arriver. Salle privée A, ne ratez pas ça. Si une Janier acquiesça, son expression resta neutre. Elle connaissait Robert Sterling. Tout le monde dans le monde des affaires connaissait Robert Sterling. Il était le PDG de Sterling Capital, une société de capital investissement prédatrice connue pour racheter des startups technologiques vulnérables, les démanteler et les revendre à la pièce. Il était bruyant, brillant et notoirement cruel. Alors qu'Ephigenia s'approchait de la salle privée A, elle pouvait déjà entendre les éclats de rire satisfaits résonner à travers les lourdes portes en chêne. Elle équilibra un plateau d'eau gazeuse et poussa la porte avec sa hanche. La pièce était dominée par Robert Sterling. Il était assis à la tête de la longue table en acajou comme un roi tenant sa cour. Il avait une 50aine d'années, des cheveux argentés, une mâchoire anguleuse et des yeux qui calculaient constamment la valeur de tout ce qu'il voyait. Il était entouré de 5 de ses cadres subalternes, des hommes jeunes et ambitieux vêtus de costumes bleu marine identiques, suspendus à ses lèvres comme des disciples désespérés. « Je te le dis, Greg, disait Robert en faisant tourner un verre de Macallan. Nova Dynamics Steel est la dernière pièce du puzzle. D'ici demain matin, nous les avalerons tout entiers. Leur conseil d'administration est acculé. L'actionnaire majoritaire silencieux n'a pas pipé mot depuis 2 ans. Ils sont fantômes. Nous allons les balayer. Nous prenons la technologie de cryptage et nous liquidons le reste. » Greg, un vice-président sadique avec trop d'argent dans les cheveux, acquiesça vigoureusement. Brillant, Robert, absolument brillant. Ils ne verront même pas venir la prise de contrôle hostile. Si le cœur de Jania battait lentement et régulièrement contre ses côtes, c'était pour Nova Dynamics, son entreprise, l'œuvre de sa vie. C'était donc ça, le loup qui grattait à la porte. Ses avocats l'avaient mise en garde contre une tentative de prise de contrôle hostile, mais elle avait ignoré leurs emails, trop fatiguée pour s'engager dans le monde qu'elle avait fui. Elle s'approcha de la table, le visage impassible, et commença à verser l'eau pétillante.
Assure-toi qu'elle soit bien fraîche, ma chérie, lança Robert sans la regarder. Il lui fit signe de la main d'un air dédaigneux. Et dis au chef que nous voulons que le service du caviar commence immédiatement. J'ai beaucoup à fêter ce soir. Je m'apprête à ajouter $1 milliard à ma fortune en rachetant les parts d'un lâche qui n'a même pas le courage de se montrer à une réunion du conseil d'administration. Si la main de Jania ne tremblait pas, elle remplit son verre au millimètre près, conformément aux normes du restaurant. Tout de suite, monsieur, murmura-t-elle doucement. Elle se retourna pour partir, mais en pivotant, le poids lourd et encombrant dans la poche de son tablier bougea. Le tissu s'accrocha au coin pointu de la table en acajou, avec un bruit de plastique qui résonna comme un coup de feu dans la salle privée et silencieuse. Son téléphone tomba de sa poche et heurta le parquet. Ce n'était pas seulement un vieux téléphone. C'était une monstruosité, un appareil satellite hors ligne des années 2000, recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc. Il était doté d'un clavier physique, d'un écran monochrome rayé et d'une antenne qui dépassait comme un pouce endolori. Il s'agissait d'une ligne sécurisée sur mesure, totalement inviolable, conçue spécialement pour contourner les antennes relais modernes. La pièce devint silencieuse. Le cadre cessa de rire. Robert Sterling posa lentement son verre de scotch, les yeux fixés sur l'horrible morceau de plastique abîmé qui reposait près de ses chaussures en cuir italien faites sur mesure. Pendant une longue seconde angoissante, personne ne bougea. Jania s'accroupit immédiatement pour récupérer l'appareil, les joues rougies par une rare montée d'adrénaline. Elle voulait juste le prendre et disparaître dans la cuisine. Mais Robert fut plus rapide. Il se pencha et ramassa le téléphone encombrant sur le sol, en utilisant uniquement son pouce et son index, le tenant comme s'il s'agissait d'un rat mort qu'il avait trouvé dans la ruelle. « Eh bien, dit Robert d'une voix traînante, pleine d'amusement théâtral. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Iphigénia se redressa, serrant son plateau argenté contre sa poitrine pour cacher la tension dans ses jointures. « C'est mon téléphone, monsieur. Je m'excuse pour le dérangement. Si vous pouviez me le rendre. » Robert l'ignora. Il brandit l'appareil, qui ressemblait à une brique, à la lumière du lustre, le tournant dans tous les sens. Greg et les autres cadres se mirent à ricaner, un son grave et flagorneur qui donna la nausée à Iphigénia. « Un téléphone? » demanda Robert, feignant la surprise. « Vous êtes sûr? On dirait un accessoire tiré d'un mauvais film d'espionnage des années 1990 ou une télécommande de porte de garage. » Il le fit tourner dans sa main, sentant le poids lourd et résistant du boîtier militaire. « Regardez ça, les gars. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure pendant notre réunion stratégique. » Robert se leva, visiblement grisé par le son de sa propre voix et l'attention captive de ses subordonnés. Il allait faire un discours et Iphigénia allait en être la chute. « Regardez cette serveuse, » dit Robert en désignant Iphigénia avec son verre de scotch. « Elle travaille dans le meilleur restaurant de Chicago. Elle sert des gens qui font bouger les marchés mondiaux. Elle est entourée de richesses, de succès et d'innovation chaque soir. Et pourtant, qu'a-t-elle dans sa poche? » Il agita le téléphone archaïque devant son visage. Stagnation. Si Jania serra les mâchoires. « Monsieur, je vous en prie. »« Non, laissez-moi finir. » L'interrompit Robert en élevant la voix pour qu'elle résonne sur les murs recouverts de velours. « C'est un moment propice à l'apprentissage, Greg. Notez cela. Les gens me demandent souvent pourquoi les pauvres restent pauvres. Ils me demandent pourquoi la classe ouvrière ne semble jamais pouvoir gravir les échelons. » Il jeta le téléphone sur la table en acajou poli. « Voilà pourquoi. C'est un état d'esprit. C'est un refus absolu de s'adapter au monde moderne. » Les jeunes cadres éclatèrent d'un rire franc et bruyant, enhardis par la cruauté de leur patron. Greg désigna l'écran rayé. « Je crois que mon grand-père en avait un comme ça sur son bateau, Robert. Est-ce qu'il capte le signal ou faut-il utiliser le code Morse? C'est un symptôme de médiocrité, » continua Robert en faisant lentement les 100 pas derrière sa chaise. « Vous voyez une personne qui transporte une relique comme celle-ci dit au monde entier qu'elle a abandonné. Elle n'a aucune ambition. Elle n'accorde aucune valeur à l'efficacité, à la connectivité ou au progrès. Elle se contente de servir de l'eau aux personnes qui comptent vraiment. Ce morceau de plastique est un monument à l'échec. » Iphigénia le fixa du regard. Sa gêne initiale s'était complètement évaporée, remplacée par un calme froid et cristallin. Elle regarda Robert Sterling, le regarda vraiment. Elle vit la sueur sur son front, l'énergie frénétique et désespérée dans ses yeux que tous les hommes surendettés avaient. C'était un tyran, compensant un bilan qui était probablement en train de se vider. Il remplit sa fonction, dit Iphigénia calmement. Sa voix ne tremblait pas. Robert cessa d'arpenter la pièce et la regarda, légèrement surpris qu'elle lui ait répondu. Puis,
Un sourire cruel se dessina sur son visage. Sa fonction? Quelle fonction, ma chère? Appeler une machine à remonter le temps pour te ramener en 2004. Il reprit le téléphone et examina son épais boîtier en caoutchouc. Honnêtement, c'est une horreur. Rien que de le regarder, ça m'offense. Je vais te dire une chose. Robert fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un élégant porte-billets en platine. Il en retira un billet de 100 $ tout neuf et le jeta sur le plateau qu'Ephigenia tenait. « Voilà, ricana Robert. Prends ces 100 $, jette cette poubelle dans la benne la plus proche et va t'acheter un smartphone bon marché. Considérez cela comme un don caritatif de Sterling Capital à une personne obstinée. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Liam, le directeur, est pratiquement bondi dans la pièce. Il avait clairement entendu l'agitation à travers la porte et semblait absolument terrifié. « Monsieur, Sterling, je suis vraiment désolé. » a haleté Liam, lançant un regard venimeux à Ephigenia. « Je m'excuse pour les désagréments causés par mon personnel. Ephigenia, sortez. Va dans la cuisine immédiatement. Monsieur Sterling, je vous en prie, votre repas sera offert ce soir. Je vais vous apporter une nouvelle bouteille de Macallan immédiatement. »« Détendez-vous, Liam, » dit Robert en riant, jetant le vieux téléphone sur la table. Il glissa sur le bois lisse et s'arrêta juste au bord. Elle ne faisait que fournir un peu de divertissement avant le dîner, une leçon magistrale sur les raisons pour lesquelles les 99% les plus pauvres resteront toujours exactement où ils sont. Liam s'inclina. « Bien sûr, monsieur Ifya, partez maintenant. » Si Aenia ne bougea pas, elle ne se retira pas dans la cuisine. Au lieu de cela, elle s'avança et tendit la main pour reprendre le lourd appareil noir posé sur la table. Mais avant que ses doigts ne puissent effleurer le boîtier en plastique épais, le téléphone sonna. Ce n'était pas une sonnerie moderne standard. C'était une alarme mécanique aiguë et perçante. 3 bips courts suivis d'un long son aigu. C'était une fréquence conçue pour couvrir les environnements bruyants. Une alerte de protocole d'urgence. Bip, 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 bip. Le son était si strident et inattendu que Greg sursauta sur sa chaise, renversant quelques gouttes de vin sur sa manche blanche impeccable. Robert fronça les sourcils, irrité par ce bruit désagréable qui venait interrompre son moment de triomphe. L'écran monochrome rayé s'alluma, illuminant la pièce sombre d'une lueur verte pâle et crue. Des lettres noires en gras défilèrent sur le petit écran. Identifiant de l'appelant, ligne sécurisée Alpha H, Anathy se figea. Harrison Abernathy, le conseiller juridique principal de Nova Dynamics. Harrison n'utilisait la ligne sécurisée que lorsque le conseil d'administration se réunissait pour un vote d'urgence, un vote concernant une OP hostile. « Eh bien, » aboya Robert en faisant un geste de la main vers le téléphone qui sonnait. « Réponds à ton joujou, ma chérie. Dis à ton interlocuteur que tu es occupé à apprendre une leçon d'économie. Mets le haut-parleur. Écoutons ce à quoi ressemble la pauvreté. » Si Janaya leva lentement les yeux du téléphone qui sonnait vers le visage arrogant de Robert Sterling, un changement infime et imperceptible se produisit dans sa posture. La posture avachie d'une serveuse disparut. Sa colonne vertébrale se redressa, ses épaules se firent carrées, et l'esprit froid et brillant d'une architecte de la Silicon Valley se réveilla de son hibernation de 2 ans. « Êtes-vous sûr de vouloir que je réponde, Monsieur Sterling ?» demanda Yanya. Sa voix n'était plus douce, elle était tranchante, précise et dégageait une autorité qui fit reculer involontairement Liam, le directeur. « J'insiste », se moqua Robert en croisant les bras. Si Jania se baissa pour ramasser le téléphone, elle ne le porta pas à son oreille. Elle appuya sur le gros bouton vert tactile pour accepter l'appel, puis sur le bouton du haut-parleur. Protocole alpha activé. Vérification vocale requise. Une voix robotique synthétisée retentit dans le haut-parleur puissant du téléphone. Les cadres échangèrent des regards perplexes. Cela ne ressemblait pas à un appel d'un propriétaire frustré ou d'un agent de recouvrement. Cela ressemblait plutôt à du matériel militaire. Vérification. Bennett. 9. Echo Tongo. Si Jania a dit clairement dans l'appareil, les yeux rivés sur le visage de Robert. Un clic résonna dans le haut-parleur, suivi du bruit frénétique et retentissant d'une grande salle remplie de gens. Ephigenia. Bon sang. Siaya, c'est toi? La voix de Harrison Abernathy était tendue, essoufflée et teintée de panique. Je ne pensais pas que tu répondrais à l'appareil hors ligne. Nous sommes en état d'urgence absolue ici. Je t'entends, Harrison, répondit calmement Jania. Quelle est la situation? C'est Sterling Capital, lâcha Harrison, sa voix remplissant la salle à manger privée. Au son du nom de sa propre entreprise, Robert Sterling se raidit. Le sourire suffisant disparut instantanément de ses lèvres, remplacé par un regard profondément confus
et paralysé. Il regarda Greg, qui semblait tout aussi terrifié. Ils ont lancé une OPA hostile, continua rapidement Harrison à travers le haut-parleur. Robert Sterling a réussi à prendre le conseil d'administration au dépourvu. Il a mobilisé 2 milliards de dollars de capital fantôme pour forcer le rachat de Nova Dynamics. Il est en train de geler nos actifs au moment même où nous parlons. Nous avons exactement 20 minutes pour lancer le protocole d'arrêt d'urgence, sinon il détruira l'entreprise demain matin. Le conseil d'administration est divisé. Nous avons besoin de l'actionnaire majoritaire. Nous avons besoin de votre vote, Ephagenia. Liam, le directeur, fixait Ephagenia, la bouche ouverte. Il regardait tour à tour son tablier et le téléphone, essayant de comprendre ce qui se passait. Robert posa lentement ses 2 mains à plat sur la table en acajou. Le sang se retira de son visage, le laissant pâle et maladif. Son esprit, d'habitude si vif, avait du mal à relier les points. La serveuse, le vieux téléphone, Nova Dynamics, l'actionnaire majoritaire. « Attendez, murmura Robert. Il pointa un doigt tremblant vers Ephagenia. « Qui est au téléphone? » Ephagenia ne détourna pas les yeux. Elle approcha le téléphone de sa bouche. « Harrison, dit Virginia d'un ton conversationnel mais avec une fermeté absolue. Suis-je en haut-parleur dans la salle du conseil? »« Oui, répondit Harrison. Tout le conseil d'administration est ici, attendant vos instructions, Madame Bennett. »« Bien, dit Ephagenia, car j'ai justement avec moi un invité qui aimerait vous saluer. Je me trouve actuellement dans la salle Obsidian à Chicago et je regarde Robert Sterling droit dans les yeux. » Un halètement collectif résonna dans le haut-parleur du téléphone depuis la salle de conférence lointaine. Dans la salle à manger privée, le silence était assourdissant. Les cadres subalternes étaient figés comme des statues. Greg semblait sur le point d'être pris de nausée. Robert ouvrait et fermait la bouche en silence, comme un poisson hors de l'eau. L'arrogance qui émanait de lui quelques minutes auparavant s'était évaporée pour laisser place à une terreur pure et simple. « Vous, » articula Robert dans un souffle, trébuchant en arrière et renversant sa lourde chaise en chêne. « Vous êtes Ephagenia Bennett, la fondatrice de Nova Dynamics. C'est impossible. Vous avez disparu. Vous êtes serveuse. »« J'ai pris un congé sabbatique, Robert, » dit Ephagenia, d'une voix empreinte du même ton condescendant qu'il avait utilisé avec elle plus tôt. « J'ai trouvé que servir de l'eau à des hommes arrogants et surendettés était meilleur pour ma santé mentale que de traiter avec eux dans une salle de réunion. C'est une vie très paisible, ou du moins ça l'était, jusqu'à ce que vous décidiez de la perturber. » Robert plongea les mains dans ses poches et se fouilla frénétiquement jusqu'à ce qu'il retrouve son élégant smartphone dernier cri. Il composa un numéro avec des doigts tremblants et colla le téléphone à son oreille. « Marcus, répond à ce fichu téléphone, » hurla Robert dans son appareil, perdant complètement son sang-froid. « Que se passe-t-il avec l'accord Nova? Qui est l'actionnaire majoritaire? »« Monsieur ?» Une petite voix terrifiée s'échappa de l'écouteur de Robert. « Nous venons d'obtenir l'information. Le propriétaire silencieux. C'est Ephagenia Bennett, l'architecte d'origine. Monsieur, si elle active le bouton d'arrêt d'urgence, notre levier disparaîtra. Nous serons exposés. Si cet accord n'est pas conclu ce soir, Sterling Capital sera insolvable d'ici vendredi. Les banques exigeront le remboursement de nos prêts. » Robert laissa tomber son téléphone. Il heurta le sol. L'écran en verre moderne se brisa en une douzaine de morceaux irréguliers. Il leva les yeux vers Ephagenia, la femme qu'il venait d'humilier, la femme qu'il avait utilisée comme accessoire pour gonfler son ego. Elle tenait le téléphone en caoutchouc archaïque et laid, le monument à l'échec, comme il l'avait appelé, et posait doucement son pouce sur la touche dièse. « Madame Bennett. » La voix de Harrison rompit le silence à travers le haut-parleur. « Avons-nous votre autorisation pour activer le protocole de désactivation? Cela bloquera complètement Sterling Capital et annulera les clauses d'acquisition. » Si Aya pencha la tête, regardant Robert. « Vous savez, Monsieur Sterling, vous aviez raison sur un point, » dit-elle doucement. Robert tomba à genoux. Son costume italien sur mesure se déforma maladroitement autour de lui sur le parquet. Il se moquait que ses cadres le regardent. Il se moquait du directeur. Il voyait son empire d'1 milliard de dollars s'effondrer en temps réel. « S'il vous plaît, mademoiselle Bennett, » supplia-t-il d'une voix cassée, « parlons-en. Je doublerai l'évaluation. Je vous donnerai un siège à mon conseil d'administration. Ne faites pas ça. » « Vous aviez raison, » continua Ephagenia, en ignorant complètement sa supplique. « C'est une question d'état d'esprit. Vous voyez, j'ai gardé cet ancien téléphone parce qu'il n'est pas connecté à Internet. Il ne peut pas être piraté. Il ne peut pas être tracé. Il est parfaitement adapté pour faire une seule chose à la perfection. Protéger le travail de ma vie contre des prédateurs comme vous. » Elle le regarda.
les yeux froids et dépourvus de toute compassion. Harrison, dit Iphigenia dans l'appareil. Oui, mademoiselle Bennett. Activez le dispositif d'arrêt d'urgence. Réduisez l'accord avec Sterling en cendres. Et Harrison, oui. Assurez-vous que la presse sache exactement pourquoi Sterling Capital va déposer le bilan demain. Si Jania appuya sur le bouton rouge, coupant la connexion. La lumière verte crue de l'écran s'éteignit dans l'obscurité. Elle glissa le téléphone lourd et laid dans la poche de son tablier, où il se posa avec un poids rassurant. Elle regarda autour d'elle les cadres stupéfaits, le directeur en hyperventilation et le milliardaire brisé, à genoux parmi les morceaux de verre de son propre appareil moderne. Maintenant, dit Ifya d'un ton suave en ramassant son plateau argenté, qui a commandé le caviar? Le silence dans la salle privée était absolu. Une couverture lourde et suffocante qui pesait sur les tympans de toutes les personnes présentes. Le seul bruit était la respiration saccadée et irrégulière de Robert Sterling, toujours agenouillé au milieu des débris de son smartphone brisé. Le Macallan qu'il avait fait tourner avec arrogance un peu plus tôt s'était renversé sur la table en acajou, coulant lentement sur le tapis persane importé avec un tap, tap, tap rythmique et moqueur. Greg, le vice-président sycophante, était adossé au papier peint en velours, le teint couleur lait tourné. Les autres cadres subalternes étaient passés eux aussi du statut de requin affamé à celui de proie acculée. C'étaient des financiers. Ils comprenaient les implications mathématiques de ce qui venait de se passer. Sans l'acquisition de Nova Dynamics pour couvrir leurs dettes fortement endettées, Sterling Capital ne perdait pas seulement un contrat. Ils étaient confrontés à une extinction institutionnelle. Si un génie, balbutia finalement Liam, le directeur de salle, sa voix n'était plus qu'un couinement pathétique, complètement dépourvu de son ton autoritaire habituel. « Quoi? Qu'avez-vous fait? C'est un VIP, c'est... » Iphigenia détourna son regard du milliardaire dévasté sur le sol vers le directeur tremblant. Son expression restait froidement posée. « C'est un prédateur, Liam, et sa ligne de crédit est officiellement morte. Je vous suggère de reconsidérer l'offre de son repas. » Le choc qui avait paralysé Robert se dissipa soudainement, remplacé par une violente et démesurée vague de rage narcissique. Il ne pouvait pas accepter cette humiliation. Des hommes comme Robert Sterling ne perdent pas face à des serveuses équipées d'une technologie obsolète. Ils ne perdent pas devant leurs subordonnés. Il se releva précipitamment, sa veste de costume sur mesure désormais froissée, le visage rouge d'une dangereuse colère apoplectique. Petite arrogante, Robert cracha, faisant un pas menaçant vers elle. Il pointa un doigt tremblant à quelques centimètres de son visage. « Tu crois avoir gagné? Tu crois qu'un simple coup de fil va m'arrêter? J'ai une armée d'avocats, Bennett. J'ai des politiciens en numérotation rapide. Je vais engager Nova Dynamics dans tellement de litiges que tes petits-enfants paieront les frais juridiques. Je vais te saigner à blanc. » Il se retourna brusquement vers Liam. De la salive jaillissait de ses lèvres. « Virez-la. Virez immédiatement cette misérable insubordonnée. Je veux qu'elle soit escortée hors de ce bâtiment par la sécurité. Je veux qu'elle soit mise sur liste noire dans tous les restaurants, tous les hôtels, tous les groupes hôteliers de l'État de l'Illinois. Vous m'entendez? » Liam, désespéré de sauver sa carrière et la réputation de son restaurant, acquiesça frénétiquement. Il se précipita pratiquement vers Iphigenia. « C'est fini pour vous, Iphigenia. Enlevez votre tablier. Laissez le plateau. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Sortez avant que j'appelle la police pour espionnage industriel. » Si Aya ne broncha pas, elle ne laissa pas tomber le plateau en argent sur lequel se trouvait le verre d'eau refusé. Au lieu de cela, elle poussa un petit soupir discret. Le genre de soupir qu'un enseignant fatigué pourrait pousser face à un élève particulièrement lent. « Liam, » dit doucement Jania, d'une voix empreinte d'une autorité terrifiante qui stoppa net le directeur dans son élan. « Avant d'appeler la police, la sécurité ou qui que ce soit d'autre, je vous recommande vivement de consulter vos emails. Plus précisément, le mémo sécurisé envoyé aujourd'hui à 16 heures par le conseil d'administration d'Axiom Hospitality. » Liam se figea, les yeux rivés sur Jania. Axiom Hospitality était le gigantesque conglomérat anonyme qui possédait l'Obsidian Room ainsi que 2 douzaines d'autres établissements étoilés Michelin à travers le monde. « Quoi? De quoi parlez-vous? » « Vérifiez simplement, » insistai-je gentiment. Les mains tremblantes, Liam sortit son téléphone de la poche de sa chemise. Il ouvrit sa boîte mail professionnelle et parcourut du regard le dernier message hautement prioritaire. En le lisant, il resta bouche bée. Il le relut, puis une troisième fois. Il leva les yeux vers Iphigenia, une terreur profonde et accablante se lisant dans son regard. « Toi, » murmura Liam, le téléphone glissant de sa main,
et tombant bruyamment sur un chariot de service argenté. Le rachat des associés silencieux. La restructuration? Oui, confirma Iphigenia en ajustant les poignets de son uniforme de serveuse. Lorsque j'ai quitté le monde de la technologie il y a 2 ans, j'avais besoin de placer une partie de mes liquidités dans un endroit stable. L'immobilier et l'hôtellerie haut de gamme semblaient sûrs. J'ai acheté une participation majoritaire de 50 et 1% dans Axiom Hospitality par le biais d'une fiducie sans droit de regard. Je suis l'actionnaire majoritaire de ce restaurant. Liam. Greg laissa échapper un halètement étranglé et glissa le long du mur de velours pour s'asseoir sur le sol. Robert la fixa du regard, les veines de son cou gonflées. « Tu mens, siffla-t-il, bien que la panique dans ses yeux le trahisse. Tu es serveuse. Tu sers de l'eau. Je sers de l'eau parce que cela me permet de garder les pieds sur terre, répondit Ifia d'un ton glacial. Cela me rappelle à quoi ressemble le vrai travail. Cela me rappelle les personnes que ton entreprise exploite et rejette chaque jour. Je suis propriétaire du sol sur lequel tu te tiens, Robert. Je suis propriétaire de la chaise sur laquelle tu étais assis. Et depuis 3 minutes, je possède ton avenir. Elle se tourna vers Liam, qui était maintenant en hyperventilation. Liam, tu n'es pas licencié, mais tu vas suivre une formation intensive sur la manière de traiter ton personnel. Quant à M. Sterling et ses associés, Enya regarda les hommes dans la pièce. Vous êtes en infraction. Votre présence perturbe ma salle à manger. Partez immédiatement ou je demanderai à mes agences de sécurité de vous jeter physiquement dans la ruelle. Robert ouvrit la bouche pour proférer une autre menace, mais aucun son ne sortit. La réalité écrasante de sa défaite absolue avait finalement comprimé l'air dans ses poumons. Il regardait un fantôme qui avait orchestré sa chute tout en versant son eau pétillante. Sans un mot, Robert Sterling se retourna et tituba aveuglément vers la lourde porte en chêne. Il ne regarda pas ses cadres. Il ne regarda pas le Macallan renversé. Il franchit les portes et s'enfuit dans le couloir de service, laissant derrière lui son empire en ruine. L'air nocturne de Chicago était glacial, porteur du froid vif d'une tempête imminente. Robert Sterling le sentit à peine alors qu'il tombait pratiquement sur la banquette arrière de sa Maybach blindée qui l'attendait. « Au bureau, Bradley! Démarrez tout de suite! » hurla Robert à son chauffeur en frappant du poing la cloison en cuir. Alors que le véhicule de luxe filait à toute allure dans les rues du centre-ville, brûlant 2 feux rouges au passage, Robert saisit la tablette de secours rangée dans l'accoudoir. Ses mains tremblaient si violemment qu'il avait du mal à entrer son code d'accès. Lorsque l'écran se déverrouilla enfin, le tableau de bord de l'œuvre de sa vie s'afficha. C'était un véritable carnage. Le mécanisme de sécurité déclenché par Iphigenia Bennett n'était pas seulement une manœuvre défensive, c'était un piège numérique. En enregistrant officiellement la tentative de prise de contrôle hostile et en déployant simultanément un rejet cryptographique ferme de la part de l'actionnaire majoritaire, l'équipe juridique de Nova Dynamics avait déclenché une clause de pilule empoisonnée. Les systèmes automatisés de Wall Street réagissaient déjà. Le capital fantôme dont Robert avait tiré parti, de l'argent qu'il n'avait pas réellement, emprunté sur la valeur prévisionnelle de Nova Dynamics après acquisition, s'évaporait. Les appels de marge se déclenchaient comme des dominos. Bing! Une notification par email apparut sur la tablette. Elle provenait d'Arthur Pendleton, le président notoirement impitoyable de la banque d'investissement qui détenait la dette principale de Sterling Capital. Objet. Rappel immédiat. Robert, nous avons vu les documents. L'accord avec Nova est caduc. Vous avez menti sur le statut des actionnaires. Vos lignes de crédit sont gelées à compter de minuit. Nous exigeons le remboursement des prêts. Que Dieu vous vienne en aide. Robert jeta la tablette contre la vitre renforcée. Elle vola en éclats, répandant une pluie de morceaux de verre sur le sol. Non, 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 répétait-il en s'agrippant les cheveux argentés et en les tirant violemment. À des kilomètres de là, l'ambiance était tout autre. Si Enya Bennett sortait par l'entrée de service de la salle obsidienne, elle avait laissé son tablier noir soigneusement plié sur le bureau de Liam. L'air nocturne était pur, balayant l'odeur de l'eau de Cologne coûteuse et la peur qui imprégnait la salle privée A. Une élégante berline noire sans inscription était garée au bord du trottoir. Comme si John s'approchait, la porte arrière s'ouvrit. Harrison Abernathy était assis à l'intérieur. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume en tweed parfaitement taillé, le visage marqué par des années de guerre d'entreprise, mais les yeux vifs et vivants. Lorsque Janaya se glissa dans le siège en cuir et ferma la porte, « Bonsoir, Harrison. »« Mademoiselle Bennett, » soupira Harrison, un large sourire illuminant son visage buriné. « Je n'avais pas entendu votre voix depuis 24 mois. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque quand vous avez répondu à l'appareil hors ligne.
Je vous avais dit que je ne l'utiliserais qu'en cas d'urgence, dit Jania, un léger sourire effleurant ses lèvres. Je dirais que Robert Sterling, essayant de voler le travail de toute ma vie, en est une. Le voler, le démanteler et vendre nos brevets de cryptage à des courtiers en données étrangers, corrigea Harrison d'un ton sinistre, sortant un épais classeur en cuir de sa mallette. Il avait mis la moitié du conseil d'administration au pied du mur. Il a fait chanter notre directeur financier, menaçant de révéler certaines dettes personnelles peu glorieuses. Sterling joue sale, mais il n'avait pas prévu que le légendaire architecte de Nova Dynamics servait de l'eau dans son restaurant préféré. L'orgueil rend les hommes aveugles, Harrison, dis-je en regardant par la vitre teintée les lumières de la ville défiler. Il regarda mon appareil de communication hors ligne, un matériel qui valait plus que sa voiture, et n'y vit que de la pauvreté parce qu'il ne ressemblait pas à un jouet neuf et brillant. C'était le camouflage parfait. Harrison ricana en ajustant ses lunettes à monture métallique. En parlant de ce matériel, l'exécution du kill switch a été parfaite. Comme votre autorisation provenait d'un système hors ligne en boucle fermée et inviolable, l'équipe cyber de Sterling n'a pas pu intercepter ou retarder le dépôt de rejet. Il a atteint les serveurs de la SEC instantanément. Quel est son statut actuel? Demanda Jania, son ton devenant strictement professionnel. La serveuse était partie. Le PDG était de retour. Harrison ouvrit le classeur, tapotant du doigt, manucuré à la perfection, une feuille de calcul imprimée. Il se vide rapidement de son sang. Son entreprise fonctionne selon un modèle prédateur. Acheter, vider, revendre. Mais pour ce faire, il a besoin d'énormes quantités de dettes à court terme et à taux d'intérêt élevés. Lorsque l'accord avec Nova a échoué publiquement, ses prêteurs ont paniqué. Il y a 10 minutes, Arthur Pendleton a gelé ses lignes de crédit. Pendleton? Si Jania s'amuse, c'est un requin. S'il sent l'odeur du sang dans l'eau, il mettra Sterling en pièces avant l'aube. Exactement. Harrison acquiesça. Mais voici le rebondissement, Ephigenia. Sterling ne va pas se laisser faire sans se battre. Nous avons intercepté une vague de trafic sur le dark web provenant de son siège social. Il a engagé une équipe de cybermercenaires. Il tente actuellement une attaque par force brute sur les ordinateurs centraux de Nova Dynamics. Il pense que s'il parvient à voler le code source du cryptage avant que la banque ne voie ses actifs demain, il pourra le vendre au marché noir et fuir le pays avec le capital. Si une Janier est réellement ri, un son aigu et clair a rempli l'habitacle sombre de la voiture. « Qu'il essaie » a-t-elle dit en se calant dans le cuir luxueux. A-t-il oublié à qui il a affaire? J'ai créé ce cryptage. Il n'est pas stocké sur un serveur cloud attendant d'être piraté. L'architecture centrale est complètement décentralisée, utilisant les mêmes protocoles hors ligne en boucle fermée que mon ancien téléphone. Il tente de pirater une forteresse qui n'est même pas connectée à Internet. C'est une mission suicide, admet Harrison en fermant le classeur. Mais cela montre son désespoir. C'est un animal acculé. L'expression de Janier se durcit, l'amusement disparaissant. Tant mieux, car l'empêcher de s'emparer de Nova Dynamics ne suffit pas, Harrison. Harrison haussa un sourcil. Oh non! Si une Janier a dit, se tournant pour regarder son avocat droit dans les yeux. Sterling Capital a détruit des dizaines de startups brillantes. Ils ont licencié des milliers de personnes compétentes et travailleuses juste pour gonfler leur marge trimestrielle. Nous ne faisons pas que nous défendre ce soir. Nous passons à l'offensive. Si Jania fouilla dans sa poche et en sortit le lourd téléphone en caoutchouc, elle le posa sur l'accoudoir entre eux. Sterling pense qu'il mène une bataille d'entreprise. Ce n'est pas le cas, dit doucement Jania, la lueur des lampadaires reflétant la froide détermination dans ses yeux. Rappelez le conseil d'administration en session, Harrison. Je veux tirer parti de nos réserves de trésorerie. Pendant que Robert Sterling est occupé à essayer de pirater un système inviolable, je veux que Nova Dynamics procède à une OPA hostile sur Sterling Capital. D'ici demain matin, nous allons racheter son entreprise ruinée pour une bouchée de pain. Harrison la regarda, complètement abasourdi, avant qu'un sourire lent et féroce ne se dessine sur son visage. Bon retour parmi nous, Mademoiselle Bennett. Le bureau penthouse de Sterling Capital était un monument de verre, d'acier et d'ambition impitoyable. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de Chicago, une grille scintillante de lumière que Robert Sterling avait toujours considérée comme son échiquier personnel. Ce soir-là, cependant, la ville semblait froide et indifférente à son effondrement. Il était 2h14 du matin. L'air du bureau était chargé de l'odeur du café froid et d'une panique brute. « Parle-moi, David », rugit Robert en lançant un lourd presse-papier en cristal à travers la pièce.
Il se brisa contre un pilier en marbre, faisant pleuvoir des éclats sur la moquette moelleuse. Vous m'avez dit que vous aviez les meilleurs cybermercenaires de l'hémisphère. Pourquoi ne sommes-nous pas encore dans le mainframe de Nova Dynamics? David, directeur technique de Sterling Capital, essuya une goutte de sueur terrifiée sur son front. Il était penché sur 4 écrans lumineux, ses doigts volant sur les claviers. Monsieur, vous ne comprenez pas l'architecture à laquelle nous avons affaire ici. Elle est complètement décentralisée. Il n'y a pas de cloud à pirater. Les données propriétaires essentielles et les brevets de cryptage sont protégés par un protocole physique d'isolation physique. C'est comme essayer de cambrioler le coffre-fort d'une banque en criant depuis l'autre côté de la rue. Trouvez une porte dérobée, hurla Robert, en attrapant le dossier de la chaise ergonomique de David et en le secouant violemment. Si nous n'avons pas ce code source à offrir en garantie avant 6 heures du matin, Pendleton va tout liquider. Mes maisons, mes voitures, l'entreprise, tout est hypothéqué. Piratez-les. Il n'y a pas de porte dérobée, Monsieur Sterling, murmura David, les mains finalement tombant du clavier en signe de défaite. Celui qui a construit ce système n'a pas seulement construit un mur, il a construit un trou noir. Toutes les données brutes que nous envoyons sont simplement avalées et cryptées contre nous. L'architecte est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, Robert, dit-il d'une voix hystérique. C'est une serveuse. Je l'ai regardée me servir de l'eau, alors que Robert perdait pied avec la réalité dans sa tour de verre. Une réunion d'un tout autre genre se déroulait dans un bureau sombre aux boiseries sombres, au bord du lac Michigan. Virginia Bennett était assise derrière un imposant bureau en chêne, une tasse de thé à la camomille posée à côté de son ancien téléphone hors ligne recouvert de caoutchouc. Harrison Abernathy était assis en face d'elle, un ordinateur portable sécurisé ouvert, affichant des données financières en temps réel. À l'écran, on voyait un appel vidéo avec Arthur Pendleton, le président impitoyable de la banque d'investissement qui détenait la dette toxique de Robert Sterling. Pendleton était un homme qui correspondait exactement à sa réputation, vif, calculateur et totalement dépourvu de sentiments. Même à 2h30 du matin, il portait un costume impeccable et une cravate. La voix grave de Mademoiselle Bennett Pendleton sortait des haut-parleurs de l'ordinateur portable. Je dois avouer que lorsque Harrison m'a réveillé pour m'annoncer que le fondateur discret de Nova Dynamics voulait acheter le portefeuille de dette de Sterling Capital, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague désespérée. Vous venez de bloquer son rachat. Pourquoi diable voulez-vous acheter sa carcasse pourrie? Parce que, Monsieur Pendleton, je ne veux pas seulement arrêter Robert Sterling. Je veux faire de lui un exemple, répondit Ifia d'un ton suave. Elle se pencha en avant, posant ses mains sur le bureau. Sterling Capital doit environ 1,4 milliard de dollars à votre banque, garantis par des actifs fantômes qui ont disparu lorsque mon dispositif de sécurité s'est déclenché. Demain matin, à l'ouverture de la SEC, cette dette sera classée comme toxique. Vous devrez la passer en perte et vos actionnaires exigeront votre démission pour avoir laissé Sterling Capital s'endetter à l'excès. Pendleton plissa les yeux en regardant l'écran. Il savait qu'elle avait raison. Venez-en au fait. Je vous propose d'acheter l'intégralité du portefeuille de dette de Sterling Capital dès maintenant, avant le lever du soleil. Si, déclara Jenner d'une voix dénuée de toute hésitation, je vous paierai 20 cents pour chaque dollar en espèces. 280 millions de dollars seront virés instantanément depuis mon fonds fiduciaire chez Axiom Hospitality. Vous effacerez les actifs toxiques de vos livres avant l'ouverture de la bourse. Vous sauverez votre emploi et je deviendrai l'unique créancier de Robert Sterling. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Harrison retint son souffle. C'était une manœuvre étonnamment agressive, le genre de coup financier qui a fait la légende de la Silicon Valley. Pendleton se caressa le menton. 20 cents, c'est insultant, Mademoiselle Bennett. J'en veux 40. 15. Effie Janaya compta instantanément, son regard transperçant la webcam. Chaque minute où vous hésitez, la nouvelle de son rachat raté se répand davantage sur les marchés asiatiques. L'actif se déprécie à mesure que nous parlons. 15 cents, Arthur. Dites oui, et je lancerai le virement bancaire immédiatement. Pendleton fixa la jeune femme sur son écran. Il ne vit ni bluff ni peur, seulement l'exécution froide et calculée d'un maître stratège. Il soupira, signe d'un respect réticent. Envoyez le virement, Mademoiselle Bennett. La dette est à vous. Si Ingenia acquiesça, elle ne toucha pas à l'ordinateur portable. Au lieu de cela, elle prit le téléphone hors ligne, lourd et abîmé, qui se trouvait sur le bureau. Elle tapa un code alphanumérique à 12 chiffres sur le clavier physique, contournant complètement Internet,
pour se connecter directement au serveur hautement sécurisé de la banque suisse qui détenait son fonds Axiom. Bip, bip, bip. Un petit texte de confirmation vert défilait sur l'écran monochrome rayé. Fonds débloqué. Transfert terminé. L'argent est sur votre compte, Arthur. Si une GNIA disait « Envoyez à Harrison les titres numériques des actifs de Sterling Capital », l'appel vidéo prit fin. Harrison ferma l'ordinateur portable et poussa un long soupir tremblant. Il regarda Iphigenia, le regard rayonnant. « Vous venez d'acheter un milliardaire pour une bouchée de pain à l'aide d'un téléphone qui semble sortir tout droit d'un musée. » Iphigenia se leva et lissa le devant de son pantalon sombre. L'uniforme de serveuse avait disparu pour toujours. Elle attrapa un blazer gris anthracite sur mesure posé sur le dossier de sa chaise. « Harrison, dit Iphigenia en enfilant le blazer. Appelle mon chauffeur. Il est temps d'aller au bureau. » Les premières lueurs de l'aube qui s'étendaient sur l'horizon de Chicago avaient la couleur du fer rouillé. À l'intérieur du bureau penthouse de Sterling Capital, l'atmosphère était étouffante, imprégnée d'une odeur d'espresso rassis, de sueur froide et l'odeur âcre et métallique de la panique pure. Robert Sterling, un homme qui avait passé les 3 dernières décennies à cultiver une aura d'invincibilité absolue, ressemblait à un survivant d'un naufrage. Sa veste de costume gris anthracite sur mesure gisait froissée sur le sol près d'une carafe en cristal brisé. Sa cravate en soie était défaite et pendait autour de son cou comme un nœud coulant. Depuis 3 heures, il arpentait son tapis personne importé, ses chaussures en cuir sur mesure creusant une tranchée métaphorique dans le parquet. Il avait essayé d'appeler tout le monde. Il avait appelé son équipe de gestion de crise chez Blackwood Consulting. Il était tombé directement sur la messagerie vocale. Il avait essayé son gestionnaire de fortune personnelle chez Morgan Stanley. La ligne était occupée. Il avait même essayé d'appeler William Bradley, son avocat de la défense réputé pour sa cruauté, mais la secrétaire de William lui avait froidement annoncé que le cabinet réévaluait ses paramètres de conflit d'intérêts concernant Sterling Capital. En l'espace d'une seule nuit, le milliardaire avait été excommunié de la religion de la richesse. Au moment où Arthur Pendleton a gelé ses lignes de crédit, le bouclier invisible qui protégeait Robert des conséquences de son propre comportement prédateur s'est évaporé. Il était seul. Son directeur technique l'avait abandonné. Ses jeunes cadres sophistiqués s'étaient enfuis dans la nuit, désespérés de se distancier des enquêtes imminentes de la SEC. L'immense bureau aux murs de verre, autrefois symbole de sa domination sur la ville, ressemblait désormais à un morceau de verre très coûteux. Ding! La douce mélodie de l'ascenseur privé trancha le silence de mort qui régnait dans le penthouse. Robert se figea. Ses yeux injectés de sang se tournèrent vers les portes en verre dépoli. Une étincelle d'espoir désespéré s'alluma dans sa poitrine. Pendleton, pensa-t-il frénétiquement. Pendleton est venu en personne pour négocier. Il veut un taux d'intérêt plus élevé. Je peux lui donner un taux d'intérêt plus élevé. Je peux utiliser les comptes aux îles Caïmans. Il essaya frénétiquement de lisser ses cheveux en bataille et de rentrer sa chemise froissée dans son pantalon. Il se tenait derrière son imposant bureau monolithique sculpté dans un seul bloc d'acajou recyclé, agrippant les bords pour cacher le tremblement violent de ses mains. Il prit une profonde inspiration, essayant de faire appel au fantôme du capital risqueur arrogant qui s'était moqué d'une serveuse seulement 12 heures auparavant. Les lourdes portes vitrées s'ouvrirent dans un léger sifflement hydraulique. Ce n'était pas Arthur Pendleton. Lorsque Virginia Bennett sortit de l'ascenseur, la transformation était si radicale, si choquante, que pendant une fraction de seconde, le cerveau épuisé de Robert refusa de la reconnaître. Le tablier noir taché et la posture servile avaient complètement disparu. Ses cheveux noirs étaient coiffés en une coupe lisse et nette. Elle portait un tailleur bleu nuit parfaitement ajusté qui tombait impeccablement sur ses épaules, dégageant une autorité tranquille et terrifiante. À ses côtés se tenaient 2 hommes imposants aux larges épaules, vêtus de costumes noirs tactiques, les écouteurs enroulés derrière leur cou, trahissant leur statut d'agent de sécurité privée de haut niveau. « Bennett !» s'étrangla Robert, la voix réduite à un murmure rauque. Il cligna des yeux, pensant qu'il s'agissait d'une hallucination due au stress. « Comment diable êtes-vous arrivé ici? » L'ascenseur réservé aux cadres est biométrique. « Je suis propriétaire de la société de gestion de l'immeuble, » répondit Robert Jania d'un ton suave. Sa voix ne résonnait pas dans la grande pièce. Elle tranchait l'air avec une précision chirurgicale. « À 4 heures du matin, ma société de sécurité a relevé votre personnel de réception. Tu es enfermé dans ce penthouse depuis 2 heures et tu ne le savais même pas. » Robert sentit les derniers vestiges de son courage artificiel s'écouler à travers la semelle de ses chaussures.
Il appuya d'une main tremblante sur le bouton de l'interphone situé sur la console de son bureau. « Sécurité! J'ai besoin de la sécurité au niveau du penthouse immédiatement. Il y a des intrus. Arrêtez de vous ridiculiser, » l'interrompit doucement Jania. Elle s'avança lentement vers son bureau. Le cliquetis rythmé et délibéré de ses talons sur le parquet résonnait comme le tic-tac d'une horloge apocalyptique. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle se trouva juste en face de lui. La distance physique entre eux n'était que de quelques centimètres, mais le rapport de force s'était inversé si violemment que Robert en était tout étourdi. « Vous n'avez pas le droit d'être ici », siffla Robert en agrippant le bureau en acajou, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Vous pensez avoir gagné parce que vous avez déclenché une pilule empoisonnée? Vous pensez qu'empêcher une acquisition me ruinera? J'ai des réserves offshore. J'ai des actifs dans des sociétés holding dont tu ne peux même pas prononcer le nom. Je traînerai Nova Dynamics devant les tribunaux jusqu'à ce que tu me supplies de conclure un accord. » Enya ne broncha pas. Elle se contenta de plonger la main dans la poche intérieure de son blazer et d'en sortir un épais portefeuille relié de cuir. Elle le laissa tomber au centre de son tapis en cuir immaculé. Il atterrit avec un bruit sourd qui sembla faire trembler la pièce. Le logo en relief de la banque d'investissement de Pendleton brillait en feuilles d'or sur la couverture. En dessous, un tampon rouge vif indiquait « Transfert immédiat du portefeuille de dette. Exécuté. » « Je ne suis pas venu ici pour discuter de Nova Dynamics, Robert, » dit Jania, les yeux rivés sur les siens avec le regard froid et imperturbable d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. « Je suis venu pour discuter de votre dette, plus précisément des 1,4 milliard de dollars que vous deviez à Arthur Pendleton à minuit hier soir. » Robert fixa le dossier. Il sentit sa gorge se serrer. « Qu'avez-vous fait? » murmura-t-il, l'hostilité de sa voix laissant place à la terreur. « Je l'ai acheté, » déclara Janeria d'un ton conversationnel mais totalement dépourvu d'empathie. « Pendant que vous étiez dans cette pièce à hurler sur votre directeur technique pour qu'il pirate un réseau hors ligne inviolable, j'ai viré 280 millions de dollars en espèces à la banque de Pendleton. J'ai acheté ta dette toxique à 20 cents le dollar. »« Non, » souffla Robert en reculant d'un demi-pas. « Non, Pendleton ne vendrait pas. Il ne le ferait pas. Il l'a fait. Si une Jana le corrigea, parce que je lui ai offert un moyen de sauver sa carrière avant l'ouverture des marchés et que ton insolvabilité ne soit rendue publique, ce qui signifie, M. Sterling, qu'il y a environ 2 heures, je suis devenu ta seule créancière garantie. » Elle tendit la main et ouvrit la couverture en cuir. La première page était une feuille récapitulative des liquidations d'actifs. « Vous avez tout misé pour essayer de voler mon entreprise, » continua Iphigénia, en tapotant du doigt parfaitement manucuré les lignes imprimées du texte. « Vous avez mis en garantie votre flotte d'entreprise. Vous avez mis en garantie votre propriété à Hampton. Vous avez mis en gage le capital d'exploitation de cette même entreprise. Comme vous êtes en défaut de paiement immédiat, les conditions de ces prêts accordent aux créanciers le droit de saisie intégrale. » Les jambes de Robert ont finalement cédé. Il s'est effondré lourdement dans son fauteuil ergonomique en maille, ouvrant et fermant la bouche en silence. L'arrogance qui avait défini toute son existence s'était évaporée. « Iphigénia, Mademoiselle Bennet », balbutia Robert, les yeux remplis de larmes, profondément humilié. La phase de négociation de son chagrin était arrivée. « Écoutez-moi, nous sommes tous deux des hommes d'affaires. Nous sommes tous deux des visionnaires. Vous avez fait un coup brillant, magistral, mais me détruire ne maximise pas votre retour sur investissement. » Il se pencha en avant, les mains jointes dans un geste désespéré et pathétique de prière. « Je sais comment diriger cette entreprise, » supplia Robert, la voix brisée. « Je sais où se trouve le capital caché. Concluons un accord, un partenariat. Gardez-moi comme PDG. Je vous donnerai 70% des actions avec droit de vote. Bon sang, je vous en donnerai 80. Nous pouvons reconstruire le portefeuille ensemble. Vous avez le capital. J'ai les relations. Nous pouvons diriger cette ville. » Jania le regarda et pour la première fois de la soirée, une expression sincère traversa son visage. C'était un regard de dégoût profond et pur. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Vous regardez ces documents et vous voyez une transaction. Vous voyez une négociation. » Elle se pencha au-dessus du bureau, envahissant son espace, le forçant à se reculer dans son fauteuil. « Ce n'est pas une négociation, Robert. C'est une extermination. » Iphigénia siffla, sa voix baissant d'une octave. « Tu as passé des décennies à détruire des innovateurs brillants. Tu as détruit des entreprises construites à la sueur de leur front
et avec une passion sincère, juste pour pouvoir les démanteler et gonfler ton ego. Hier, vous m'avez regardé, une femme portant un plateau, et vous n'avez vu en moi qu'un accessoire pour votre propre amusement. Vous avez regardé mon appareil de communication hors ligne et l'avez qualifié de monument à l'échec. Vous avez assimilé la valeur humaine à un morceau de verre brillant. Si une Jania se redressa, boutonnant son blazer d'un geste vif et décidé, « Je ne veux pas de partenariat. Je ne veux pas de vos relations. Et je ne veux certainement pas de votre argent, » déclara Ephania, sa voix résonnant dans le bureau silencieux. J'ai racheté votre dette pour vous rayer du tableau. À 9 heures, les auditeurs de KPMG seront là pour geler vos comptes. À midi, votre jet d'entreprise sera vendu à une compagnie charter. Et d'ici la fin de la semaine, le nom Sterling Capital ne sera plus qu'un exemple édifiant enseigné dans les écoles de commerce sur le coup fatal de l'arrogance. Robert la fixait du regard. Il pleurait maintenant, en silence, des larmes chaudes de défaite absolue coulaient sur ses joues rougies. Il n'y avait plus de colère en lui. La réalité mathématique de sa ruine était une cage indestructible. « Vous avez exactement 5 minutes, » dit Ephagénia en regardant la fine montre en platine à son poignet. « Emballez une boîte d'effets personnels, des photos, un manteau, rien qui contienne des données confidentielles. Si vous n'êtes pas dans le hall à 6h15, mon équipe de sécurité vous traînera physiquement jusqu'au trottoir. » Elle lui tourna le dos et se dirigea vers les baies vitrées, le chassant complètement de sa réalité. Derrière elle, elle entendit les bruits pathétiques d'un homme brisé. Elle entendit le bruissement d'un carton tiré d'un placard. Elle entendit le cliquetis des cadres photos et les sanglots doux et saccadés d'un milliardaire, réalisant qu'il était désormais totalement inutile. Robert Sterling ne dit plus un mot. Les lourdes portes vitrées s'ouvrirent, puis se refermèrent avec un dernier clic au plafond. L'ascenseur sonna et il disparut. Alors que Jania se tenait seule dans le penthouse, le soleil matinal avait enfin franchi l'horizon, baignant la ville de Chicago d'une lumière dorée éblouissante. La tempête était passée. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le téléphone hors ligne, épais, lourd et recouvert de caoutchouc. Il était laid, rayé et complètement obsolète aux yeux des contemporains. Elle sourit en posant délicatement ce lourd appareil au centre du bureau en acajou vide de Robert Sterling. C'était l'objet le plus précieux de la pièce. Le véritable pouvoir s'affiche rarement. Il n'a pas besoin de costumes italiens sur mesure, de bureaux d'angle ou des rires serviles de flagorneurs pour valider son existence. La chute de Robert Sterling n'était pas seulement due à une erreur de calcul financier. C'était une erreur fatale de perception. Grisé par sa propre arrogance, il avait confondu l'humilité avec la faiblesse et un outil archaïque avec l'obsolescence. Il n'avait pas compris que l'adversaire le plus dangereux n'est jamais celui qui crie en bout de table, mais l'observateur silencieux qui verse l'eau. Si John R. Bennett a prouvé que le véritable génie ne nécessite pas de paillettes modernes ni l'attitude d'un milliardaire, il nécessite de la patience, des bases solides et un timing précis et impitoyable pour frapper lorsque l'ennemi est aveuglé par son propre ego. La serveuse au téléphone ancien est repartie avec un empire, laissant derrière elle un milliardaire brisé, avec pour seule possession une boîte en carton et une profonde leçon de respect.